présenté les différentes thérapeutiques qu'on utilise habituellement dans le traitement de l'hypertension artérielle. Mais au fait, la question qui se pose aussi, est-ce quel diurétique utiliser donc, dans la prise en charge thérapeutique? Et est-ce que réellement tous les diurétiques présentent, c'est-à-dire les mêmes aspects? C'est ça ce qu'on va essayer de développer. Alors tout à l'heure, ça a été déjà précisé et redit à plusieurs reprises que l'hypertension artérielle est considérée comme un facteur de risque majeur. Mais au fait, elle est considérée comme non seulement une maladie, mais aussi un facteur de risque. Et bien sûr, quand on voit un petit peu cette affection, elle a plusieurs paradoxes. Alors le premier paradoxe, c'est que tout simplement, le diagnostic, il est facile. Parce que quand on fait le diagnostic de l'hypertension artérielle, donc il est facile, mais malheureusement, pas mal d'hypertendus sont méconnus. Donc, c'est-à-dire le diagnostic, souvent, malheureusement, il n'est pas fait. Le deuxième paradoxe, c'est que tout simplement, elle est simple à traiter, mais malheureusement, il y a peu de patients qui le sont. Donc, on a beaucoup d'hypertendus qui, au fait, ne sont pas traités. Et vous avez un troisième paradoxe, c'est que malgré une pharmacopée qui est quand même riche et efficace, malheureusement, il y a peu de patients donc hypertendus qui sont dans l'objectif tensionnel. Et c'est ça ce qu'on va voir donc tout à l'heure par rapport à certaines études. Alors maintenant, concernant par rapport à la prévalence de l'hypertension artérielle, vous savez que c'est un problème donc, de l'hypertension, c'est un problème de santé publique, c'est un problème à l'échelle mondiale. Et quand on voit un petit peu ce qui se passe par rapport aux différents pays, là vous voyez que la prévalence habituellement, elle dépasse les 30% des sujets quand même qui sont hypertendus. Qu'en est-il en Algérie? Même si ça reste quand même une étude qui commence à vieillir, mais c'est une référence toujours pour nous, c'est l'étude de la SAHA. Et regardez l'étude de la SAHA qui montre quand même que la prévalence de l'HTA donc en Algérie, ça c'était en 2004, on est quand même 11 ans après, donc on a à peu près un tiers quand même qui sont hypertendus, et quand même le pourcentage, il faut le dire qu'il est vraiment important. Et bien sûr, on sait au jour d'aujourd'hui que l'hypertension artérielle, elle augmente avec l'âge. Et là, vous savez que c'est lié essentiellement à cette rigidité artérielle. Et là, vous voyez qu'ici, dans cette étude, on avait donc trouvé un pic à partir déjà de l'âge de 60 ans. Le problème qui se pose, c'est que l'hypertension artérielle, il y a plusieurs actuellement donc, de traitements qu'on dispose actuellement, mais le problème, c'est que ça reste une pathologie qui est difficile à prendre en charge. Et si on s'intéresse aussi aux résultats de la SAHA, là vous voyez que le nombre de pourcentages qui sont traités et contrôlés, il n'est que de 6% malheureusement. Donc ça vous donne une idée sur la prise en charge de la pathologie. Alors donc une prise en charge optimale de l'hypertension artérielle et ses complications devient donc une obligation et une nécessité. Alors l'HTA, si on la compare par rapport aux autres malfaiteurs et par rapport aux autres facteurs de risque, à savoir le tabac, la dyslipidémie, donc là vous voyez qu'elle est essentiellement classée dans la première cause de mortalité dans le monde. Et là vous voyez un petit peu le nombre malheureusement d'hypertendus qui ont une augmentation par rapport le nombre de mortalités liées, donc que ce soit dans les régions en voie de développement ou bien les régions qui sont développées. Et les conséquences de l'hypertension artérielle sont connues. Et ce sont des retentissements essentiellement au niveau des organes nobles. Et là, vous avez l'atteinte du cerveau essentiellement avec le risque d'AVC. Et vous avez aussi au niveau cardiaque, c'est le risque d'EDM et bien sûr d'insuffisance cardiaque et de mort subite. Mais aussi, on vous a parlé aussi du rôle sur le rein. Et bien sûr, c'est la néphrongiosclérose et bien sûr le problème avec la mortalité rénale qui est aussi connue. Alors là, vous voyez un petit peu le retentissement, mais on connaît aussi les autres retentissements, aussi sur la rétine. Et même chez le sujet diabétique, si on s'intéresse aux diabétiques, ça pourrait aussi être un facteur aggravateur aussi de la rétinopathie diabétique si elle existe. Alors bien sûr, quand on parle de l'hypertension, c'est un véritable éventail. Et là, vous voyez que ça part de l'hypertension jusqu'au décès. Parce que tout simplement, ça commence par ce facteur de risque. Si vous avez maintenant un diabète essentiellement surajouté, c'est l'athérosclérose et l'HVG, c'est l'infarctus du myocarde, le remodelage, l'insuffisance cardiaque et malheureusement, c'est la mortalité et la morbidité qui est quand même élevée et ça se termine par un décès. Alors maintenant, est-ce qu'il y a une relation entre les chiffres de l'hypertension artérielle et le risque de faire un AVC? Ça a été très bien précisé dans cette étude. Là, regardez qu'il y a une augmentation, c'est-à-dire qui est parallèle entre le risque de faire un accident vasculaire cérébral et bien sûr le risque de faire tout simplement et avec les chiffres de l'hypertension artérielle.
Et bien sûr, c'est une plaque qui vous a été montrée tout à l'heure, c'est qu'il y a un lien entre l'HTA et la mortalité, donc par AVC. Et ça a été démontré essentiellement pour les pressions diastoliques, mais essentiellement pour la pression systolique. Et c'est ça ce qu'on a vu dans certaines études où c'est l'hypertension, c'est-à-dire donc beaucoup plus systolique, qui serait responsable de ce surrisque de faire un AVC. Alors maintenant, le problème qui se pose, c'est que tout simplement, quand on s'intéresse au profil de pression artérielle sur 24 heures des sujets hypertendus et non hypertendus, regardez que habituellement, les hypertendus, ce sont des sujets qui ne sont pas d'hyper. Donc il n'y a pas de diminution physiologique de l'hypertension donc le soir. Et ce qui explique qu'ils ont un surrisque de faire un AVC le matin. Et vous comprenez que si on donne un traitement dans la couverture, ne couvre pas les 24 heures, donc le surrisque de faire un AVC est aussi important. Alors, qu'en est-il maintenant par rapport à l'équilibre tensionnel? Là, dans ces études dans différents pays, vous remarquez que la majorité des patients ne sont pas dans l'objectif tensionnel. Et là, vous voyez que presque 70% des patients, malheureusement, ne sont pas dans l'objectif. Et si on s'intéresse maintenant dans le contrôle dans le monde, là, vous voyez que malheureusement, c'est insuffisant. Et la majorité des patients hypertendus, que ce soit aux États-Unis, au Canada ou bien en Europe, malheureusement, ne sont pas contrôlés sur le plan tensionnel, malgré tout l'arsenal thérapeutique qu'on dispose actuellement, qui est assez riche quand même. Alors maintenant, on sait qu'il y a un lien entre pression artérielle et le niveau de la pression artérielle et bien sûr le risque de mortalité cardiovasculaire. Et dans cette étude, ça a été bien montré que la mortalité cardiovasculaire ischémique, au fait, elle double pour augmentation de toutes 20 mm de mercure pour la pression artérielle systolique, mais aussi pour 10 mm d'augmentation de la pression artérielle diastolique. Et là, il y a aussi un risque, un doublement de risque de mortalité cardiovasculaire qui est parallèle à l'accroissement de l'hypertension artérielle. Plus l'hypertension artérielle est mal contrôlée, plus elle est sévère et plus vous avez un doublement du risque de faire d'une mortalité cardiovasculaire. Alors maintenant, il y a eu des études qui se sont intéressées par rapport à ces risques de l'hypertension artérielle. Est-ce que réellement, ils sont liés essentiellement à la pression diastolique ou bien à la pression systolique? Bien sûr, c'est la pression pulsée. Donc là, c'est beaucoup plus différentiel. Et bien sûr, donc là, vous voyez que dans la majorité des cas, et l'étude MRFIT nous a vraiment répondu à cette question, que le risque de faire, bien sûr, de l'hypertension, essentiellement, était lié à l'hypertension systolique. Et là, vous voyez bien sûr que les chiffres systoliques étaient très élevés et ce sont ces malades qui font donc une mortalité cardiovasculaire et surtout un risque de faire un accident vasculaire. Alors maintenant, quel est le bénéfice si on veut contrôler l'hypertension artérielle? Est-ce qu'il y a réellement un bénéfice un peu intéressant? Donc on sait que déjà, si on considère les AVC, ce sont donc des complications de l'hypertension artérielle, c'est la 3e cause de mortalité dans le monde. Si vous les comparez par rapport à la cardiopathie ischémique ou bien les infections des voies respiratoires inférieures, ils surviennent en 3e position. Ce qui explique que, malheureusement, on a pas mal de malades qui meurent par AVC. Et si on s'intéresse maintenant à la baisse de la tension artérielle, alors c'est une plaque qui vous a été montrée tout à l'heure, mais au fait, elle a beaucoup de signification. Pourquoi? Parce que là, on vous parle juste de diminuer 2 mm de pression systolique. On ne vous parle pas de diminuer 10 mm. 2 mm de pression, qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est que vous êtes en train de réduire 7% de risque de mortalité par rapport au risque cardiovasculaire, mais aussi, regardez, surtout 10% de réduction par rapport à la mortalité par AVC. Et ceci, ce n'est pas au fait négligeable. Alors maintenant, si on s'intéresse par rapport des méta-analyses, et là vous voyez c'est une méta-analyse qui s'est intéressée à 12 essais, regardez, on sait au jour d'aujourd'hui que traiter l'hypertension artérielle et ramener donc un patient dans un objectif tensionnel optimisé, ça veut dire que vous avez à peu près 38% de risque, de diminution de risque de faire un AVC. Alors maintenant, dans l'arsenal thérapeutique qu'on dispose, effectivement, vous avez, et professeur Shiban vous a parlé de ces différentes thérapeutiques qu'on utilise actuellement. Eh bien, c'est vrai qu'on utilise les 4 traitements habituellement. C'est les diurétiques thiazidiques, c'est les inhibiteurs, les bloqueurs du système angiotensine, rénine-angiotensine, c'est les antagonistes calciques, mais aussi les inhibiteurs calciques, mais aussi les inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Eh bien, vous voyez que si on s'intéresse à cette famille
de diurétiques thiazidiques, habituellement, on peut les utiliser en monothérapie, essentiellement, comme on vient de vous le dire tout à l'heure, chez les sujets qui présentent une pression systolique élevée, éventuellement les sujets âgés, mais aussi en combinaison donc avec les autres traitements. Et vous voyez que chez le patient diabétique, on les propose parfois même en bithérapie d'emblée quand l'hypertension artérielle est dans le grade 2, en association avec les inhibiteurs donc de l'enzyme de conversion. Alors maintenant, si on s'intéresse au travail de NICE et les recommandations de NICE, regardez qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à cette classe de diurétiques. C'est que quand on s'intéresse par rapport aux diurétiques, c'est que quand on utilise l'indapamide, aurait un effet intéressant par rapport tout simplement à l'utilisation de l'hydrochlorothiazide. Alors pourquoi ils ont avancé ça en 2011? Parce que ceci a été basé au fait sur des études. Et les études qui ont été faites, une des études très intéressantes, c'est l'étude IVET. L'étude IVET, elle voulait donner une réponse définitive sur les bénéfices de traiter ou non les hypertendus à haut risque de part de leur âge. Et là, on avait pris les malades qui étaient quand même supérieurs à 80 ans. Et là, vous voyez les critères d'inclusion, ce sont des sujets mal contrôlés. Et au fait, on les a traités tout simplement et on a utilisé l'indapamide et on s'est dit, est-ce que ça donne quelque chose? Au fait, les résultats. D'abord, on a eu des résultats très encourageants par rapport à la baisse tensionnelle. Et là, vous voyez que, éventuellement, quand on traite, avec un temps de suivi moyen quand même de 1,8, ça a permis quand même de faire régresser les pressions artérielle, que ce soit systolique ou diastolique. Et là, vous voyez de 29,5 et 12,9 pour la diastolique, quand même, ce qui n'est pas négligeable. Et c'est ce que j'ai dit, rappelez-vous, de cette diminution de 2 mm, qu'est-ce qu'elle aurait quand même un effet intéressant. On s'est intéressé aussi à la mortalité totale. Est-ce que réellement ça aurait un effet bénéfique? Et dans l'étude IVET, au fait, c'est une étude qui a été faite, là vous voyez, par rapport au nombre de patients qu'on avait inclus, quand même il y avait un nombre de patients qui n'était pas négligeable, très important. On avait retrouvé qu'effectivement sur la mortalité totale, ça permettait quand même de réduire 21%. Et ça aussi par rapport au placebo, avec un P quand même qui était significatif. Et donc on s'est dit que traiter avec l'indapamide, déjà, ça aurait un intérêt par rapport tout simplement à la mortalité. Mais ce qui était intéressant, c'était les AVC. Et vous savez que l'AVC est aussi lié à cette pression systolique. Et là, vous voyez qu'on s'est intéressé à cette classe thérapeutique et on s'est dit, est-ce qu'on baisse, si on baisse avec l'indapamide, le Fludex, est-ce que ça aurait un effet intéressant? Et regardez, ici, on a utilisé Fludex plus ou moins per endopril, l'IEC, et ça a fait quand même 39% de réduction quand même des AVC, ce qui n'était pas quand même négligeable. Et bien sûr, les AVC ici, donc on était fatal, mais les AVC totaux, on était quand même une réduction de 30%, et aussi c'était quand même intéressant. Maintenant, l'insuffisance cardiaque aussi. Donc là, vous voyez, il y avait une réduction de 64%. Donc si on compare tous ces résultats, tout était en faveur de l'indapamide dans le traitement par rapport à la réduction des AVC totaux fatales, ou bien la mortalité totale, ou bien toute mortalité, donc autre cause, ou bien mortalité cardiovasculaire et mortalité cardiaque, et même l'insuffisance cardiaque. Donc, c'est une étude quand même qui a prouvé son intérêt par rapport à l'utilisation de l'indapamide. Et là, vous comprenez pourquoi on s'est penché essentiellement à ce diurétique. L'autre question qui se pose, est-ce que réellement, quand on parle de l'hydrochlorothiazide, est-ce que réellement les diurétiques sont tous égaux? Eh bien, déjà, quand on s'intéresse par rapport à la couverture sur 24 heures, donc là, c'est une étude qui a été faite. Tout simplement, on a fait des MAPA, on a fait des holters tensionnels et on a essayé de voir est-ce qu'il y a réellement une couverture sur 24 heures. Et là, vous voyez que quand on compare les UEC comparativement aux ARA2, aux bêta-bloqueurs ou bien les antagonistes calciques, là, vous voyez que quand on utilise l'hydrochlorothiazide, c'est lui qui fait le moindre par rapport à la couverture de 24 heures. Et là, vous voyez que ce soit la dose utilisée de 12,5 ou bien de 25 mg par jour, donc en une dose, il n'y avait pas donc d'évidence déjà, c'est-à-dire la couverture ne se fait pas sur 24 heures. Et les études ont montré qu'il n'y avait pas d'évidence de réduction si on utilise l'hydrochlorothiazide par rapport à l'infarctus du myocarde ou bien l'AVC ou bien par rapport à la mortalité. Il y a eu aussi une autre étude que vous connaissez certainement, c'est l'étude Accomplish. C'est une étude intéressante qui avait quand même parler de l'intérêt de comparer au fait les diurétiques thiazidiques
Et regardez qu'est-ce qu'on avait retrouvé. Plus de 11 500 patients qui ont été incriminés dans cette étude. Que quand on utilisait l'hydrochlorothiazide, c'est que tout simplement, on pouvait augmenter 25% de mortalité cardiovasculaire, augmenter 18% de mortalité par AVC, mais aussi augmenter la progression de la néphropathie dans 90%. Et ensuite, il y a eu d'autres papiers et qui ont prouvé que tout simplement, quand on utilise l'hydrochlorothiazide, quand même, ça a un effet néfaste. Et là, vous avez les résultats tout simplement d'un grand professeur qui est connu, donc qui parle tout simplement que l'hydrochlorothiazide aurait quand même un effet pas intéressant déjà sur la couverture de 24 heures, mais aussi sur la mortalité. Alors tout ceci, c'était lié au fait à quoi? Déjà quand on compare par rapport à la durée d'action. Et là, regardez, si vous comparez l'hydrochlorothiazide par rapport à l'indapamide, alors là, vous voyez que l'hydrochlorothiazide qu'on utilise habituellement en association avec les IEC et OARA2 aurait une couverture de 8 à 15 heures, seulement sur 24 heures. Par contre, l'utilisation de l'indapamide aurait une couverture de 18 à 24 heures. Et ce qui explique cette protection sur les 24 heures et surtout sur le risque d'AVC. Donc, au jour d'aujourd'hui, les études ont bien montré que malheureusement, pour l'hydrochlorothiazide, c'est un produit au fait qui a une mauvaise couverture sur 24 heures. Il n'y a pas d'évidence sur la baisse de l'AVC. Il n'y a pas d'évidence aussi sur la baisse de l'infarctus du myocarde, mais aussi pour toute mortalité totale. Et là, vous voyez que, même dans l'étude Accomplish, et vous savez que les diurétiques thiazidiques, tout à l'heure, vous avez parlé des bêta-bloqueurs, des effets métaboliques des bêta-bloqueurs sur le risque de faire un diabète, mais n'oubliez pas aussi l'effet de l'hydrochlorothiazide sur parce que ce sont des médicaments qui sont hyperglycémiants. Et ça peut aussi, c'est-à-dire tout simplement prononcer ou même, c'est-à-dire aggraver l'apparition d'un diabète qui est peut-être méconnu. Alors, pour voir maintenant et pour vous dire quelle est la place du Fludex ou l'indapamide dans le traitement de l'hypertension artérielle, je vous suggère cette méta-analyse très intéressante sur plus de 10 000 patients, et c'est la méta-analyse de Baguet. Cette étude, au fait, elle avait montré sur la réduction de la pression artérielle. Et là, vous voyez que quand on compare par rapport aux différentes classes, l'indapamide utilisé en monothérapie aurait quand même un intérêt par rapport à la baisse de la pression. Et là, vous voyez que quand même, ça faisait baisser l'hypertension artérielle de plus de 22 mm de mercure, quand même, ce qui n'était pas négligeable. Et après, on s'est dit, si on compare l'hydrochlorothiazide avec le Fludex, avec l'indapamide, et là, vous voyez qu'avec l'indapamide, comparativement à l'hydrochlorothiazide qu'on associe habituellement avec les autres produits, c'est que il n'y a pas photo, la baisse, elle est beaucoup plus prononcée, beaucoup plus importante quand on utilisait donc l'indapamide. Alors l'efficacité antihypertensive, elle est maintenue d'une part parce que tout simplement sur les 24 heures, ceci est lié essentiellement à la durée d'action du produit sur les 24 heures, et que ce soit sur la pression systolique ou bien la pression diastolique, on avait quand même un maintien sur l'HTA, sur la baisse de l'HTA qui a été maintenue sur les 24 heures. Une autre étude aussi qui est très intéressante, c'est l'étude native. C'est une étude, au fait, là on s'est dit, on ne va pas utiliser l'indapamide en monothérapie, mais on va l'utiliser en association avec les autres antihypertenseurs pour essayer de faire baisser l'HTA et les chiffres tensionnels. Là, regardez qu'est-ce qu'on avait retrouvé dans cette étude. C'est que 9 malades sur 10 qui n'étaient pas contrôlés avec les autres traitements ont été contrôlés avec l'association avec l'indapamide. Et voyez ici, il y avait plus de 2000 patients qui ont été inclus et on avait donc une baisse quand même très très importante, plus de 34 mm de mercure de baisse par rapport quand on utilise l'indapamide. Quand même, ceci n'était pas aussi négligeable. Alors qu'en est-il maintenant? Parce que tout à l'heure, il y avait cette polémique par rapport à l'effet métabolique et la neutralité, à ce que maintenant, ça peut entraîner l'apparition du diabète ou aggraver un diabète qui est déjà existant. Eh bien, quand on a eu les études, il y avait cette étude IVET qui avait montré qu'il n'y avait aucun retentissement quand on utilisait l'indapamide, contrairement à l'hydrochlorothiazide qui aurait donc un effet diabétogène. Et là, vous voyez qu'il y avait une neutralité, il n'y avait pas d'augmentation de niveau de la glycémie ni de niveau de l'HbA1c.
Ceci quand même était intéressant. Et deuxième chose, on s'est intéressé, on s'est dit, est-ce que ça ne va pas déséquilibrer sur le plan lipidique? Et là, vous voyez qu'effectivement, il n'y a aucun effet sur le plan donc, lipidique. Il n'y a pas d'aggravation comme font les bêta-bloqueurs. Alors bien sûr, donc, quand on utilise l'indapamide, il y avait quand même un respect du métabolisme à court et à long terme, que ce soit sur la glycémie, que ce soit sur le taux de cholestérol total ou bien sur le taux de triglycérides. Alors maintenant, l'effet hypercalémiant qu'on connaît aussi par rapport à l'hydrochlorothiazide et les autres produits. Et là, vous voyez que dans cette étude aussi, ça a été montré qu'avec l'indapamide, vous n'aurez pas un risque d'hypercalémie. Regardez que la calémie, elle était restée stable avec la dose de 1,5 mg. Alors maintenant, sur les AVC, la protection vasculaire. Il y a une étude, donc c'est l'étude IVET. Et regardez dans l'étude IVET, elle avait montré que quand on utilise l'indapamide, le Fludex, donc en monothérapie, ça permettait quand même de réduire 39% d'AVC fatal. Quand même, c'était très intéressant. Ensuite, par rapport au groupe contrôle. Et aussi, on s'est intéressé en association. Est-ce que ça faisait mieux que par rapport utilisé en monothérapie? Effectivement, regardez la baisse et la prévention des AVC. Donc, ça a été confirmé avec une baisse de 43% de risque. Quand même, c'était intéressant. Alors, maintenant, le plus haut niveau de preuve dans la prévention des AVC est actuellement bien connu avec l'indapamide. Et là, vous voyez que l'association Stroke, c'est une association donc sur les AVC, recommande l'indapamide donc en première intention si vous voulez prévenir les AVC chez votre personne à risque. Et là, vous voyez qu'ils sont basés essentiellement sur l'étude IVET, mais aussi l'étude Progress qui avait montré qu'il y avait une réduction de 43% par rapport au risque d'AVC. Alors maintenant, non seulement ça a un effet intéressant sur les AVC, mais aussi toute mortalité liée au diabète, liée au traitement. Et là, vous voyez que dans les études qui ont été faites, essentiellement, et vous connaissez cette étude ADVANCE, bien sûr, que ça a un effet éventuellement intéressé sur la mortalité, mais aussi, il y a eu d'autres études qui ont été faites, comme la SCOT, mais ici, on n'a pas utilisé, on a utilisé le périndopril, mais on n'a pas utilisé l'indapamide. Mais si on s'intéresse à deux études, grandes études, IVET et ADVANCE, en fait, ça aurait quand même un effet très intéressant sur la diminution de la mortalité. Et si vous comparez maintenant l'hydrochlorothiazide et l'indapamide, vous allez voir que l'indapamide c'est presque le traitement, c'est un apparenté thiazidique qui aurait le plus d'études comparativement à l'hydrochlorothiazide, et c'est pour ça qu'on s'est intéressé à cette molécule. Maintenant, tous ces effets sont liés exactement à quoi exactement? En fait, c'est lié à l'action propre de l'indapamide. Comment j'ai l'indapamide? Il a une action, double action. Une action vasculaire propre, au fait, regardez comment il fait essentiellement. Il se lie au niveau de la paroi vasculaire, donc il se fixe sur la paroi vasculaire. Et là, vous aurez donc une augmentation des prostaglandines et des prostacyclines, ce qui entraîne tout simplement une régulation de l'entrée du calcium. Et ça permet donc de quoi? D'entraîner une vasorelaxation. Donc ça, c'est l'effet propre. Mais aussi l'effet diurétique, ça veut dire que ça agit au niveau du tube contourné distal et ça permet tout simplement d'augmenter l'excrétion urinaire de sodium. Et de par ce biais-là, donc on explique cette action beaucoup plus intéressante si on le compare avec l'hydrochlorothiazide. Alors au jour d'aujourd'hui, maintenant, il y a plusieurs études qui ont bien montré non seulement sur la baisse sur les AVC, mais aussi sur la mortalité globale et sur l'insuffisance cardiaque et sur la cardiopathie. Et là, je vous invite donc à voir toutes ces études qui ont été faites avec l'indapamide et qui ont montré quand même son rôle important dans la baisse, bien sûr, de ces complications. Et maintenant, il y a de nouvelles publications. L'histoire ne s'arrête pas là. C'est vrai que l'indapamide, c'est un produit qui est ancien, mais en fait, les études sont toujours présentes. Il y a beaucoup d'études aussi qui ont été lancées et qui ont montré que tout simplement, et qui vont montrer aussi l'intérêt de faire baisser, bien sûr, la pression artérielle, systolique et diastolique, et bien sûr avec le choix de diurétiques. Je pense qu'à travers cette étude, à travers ces études que je vous ai montrées, il y a quand même un intérêt de voir et de revoir peut-être nos prescriptions par rapport à cette histoire d'hydrochlorothiazide et pourquoi ne pas utiliser donc une molécule qui est sécuritaire et qui vous donne quand même un intérêt par rapport même sur le plan métabolique. Voilà, je vous remercie.